sol de la province d'Orge. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à vous, amis téléspectateurs d'Afrique Rédaction. Nous sommes en face d'un homme connu à Paris, Edouard Olito, qui est aujourd'hui le patron de l'UDPS France. Il gère ses partis comme il peut, avec des moyens de bord. Et aujourd'hui, l'UDPS se trouve propulsé au niveau des élections. Et on sait, par rapport aux éléments, par rapport aux enquêtes de sondage, l'UDPS peut sortir gagnant au niveau des élections en RDC. Monsieur Olito, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu responsable du DPS en France. Quelle impression avez-vous? Quelle est d'abord la palimétrie que vous avez par rapport à ces postes que vous avez, des responsabilités? Je sais que ça me demande beaucoup de travail, ça me prend beaucoup de temps et je me bats comme je peux, mais j'arrive à m'en sortir. Oui, vous arrivez à vous en sortir. Très bien. La question, c'est surtout maintenant au niveau des actions de votre leader Maximo, Etienne Tshisekedi. Il fait une tournée extraordinaire, il a été à Lubumbashi, il revient à Kinshasa, il a fait le plein de Stade Martyr. Il est plébiscité comme le meilleur candidat de l'opposition. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à ces deux événements, Lubumbashi et Kinshasa? Au Congo, il y a un seul parti d'opposition, c'est Tshisekedi, parce que la candidature de Tshisekedi dépasse le périmètre de l'UDPS. C'est le parti du peuple, le parti populaire, c'est Tshisekedi et le peuple et tout le reste. Et comme on l'appelle, la majorité présidentielle. Il y a deux camps au Congo. Il y a Tshisekedi et le peuple, et la majorité présidentielle est Kabila. Monsieur Olito, aujourd'hui, Etienne Tshisekedi n'arrive pas à rassembler l'opposition. Il y a pas mal de fractions d'opposition, il y a des groupes qui se forment, qui se défont. Et qu'est-ce qui se passe avec l'opposition? Pourquoi n'arrive-t-il pas à rassembler l'opposition? Je ne sais pas quelle est la lecture que vous avez du paysage politique congolais. Moi, si j'ai une chose à dire... Mais les alliances de Caméré avec Jean-Pierre Mbemba... Dites-vous ceci, que Kabila égale Kengo, égale Caméré, égale Kagame. Et Tshisekedi égale le peuple congolais. Il y a deux camps, je vous l'ai dit, il y a deux camps. Vous parlez de trois camps, là? Vous parlez de trois camps. Non, je dis ceci. Kabila égale Kengo, égale Caméré, égale Kagame. Les 4 cas, moi je les appelle les 4 cas. Même origine, même ego, mêmes ambitions, balkaniser le Congo. Et de l'autre côté, il y a Tshisekedi et le peuple congolais, qui est le plus grand parti du peuple. Oui, on va y arriver, le plus grand parti du peuple. Oui, parti porteur des attentes du peuple congolais. Mais très bien, mais aujourd'hui, par rapport à la modification de la Constitution, on partira avec un seul tour. Or, s'il y a pas mal de candidats, ça va complètement défavoriser l'opposition, à la tête de cette opposition, bien sûr, l'UDPS. Comment voyez-vous l'avenir de ces élections? Parce que je vois que Kabila repassera encore, avec ces fractions qui se créent autour de vous. Moi, j'ai en tête la réponse de mon président. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est cette légende qui veut que tout le monde se ligue derrière M. Tshisekedi? Tout le monde est libre de se présenter. Caméré est libre de se présenter. Les Congolais le connaissent. Kengo est libre de se présenter. Les Congolais le connaissent. Où est le problème? Au meilleur de l'emporter. Alors le problème se trouve au niveau où aujourd'hui Kabila, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Il va renouveler encore avec la tricherie qui... Vous croyez, Kabila a mis en place un système qui pue. Un système où nous, Congolais, nous sommes obligés de nous presser le nez. C'est un système corrompu qui pue. Et je ne vois pas comment le Congolais peut voter Kabila. Kabila ne passera pas. Kabila s'est plié. C'est plié. Le 28, c'est plié pour Kabila. Alors, Kabila fait un discours dernièrement sur son bilan à Kingakati. Et après Kingakati, il est parti aux Nations Unies, 66e congrès des Nations Unies, faisant un discours encore devant l'Assemblée des Nations Unies.
Et à travers ce discours, il a donné un point, il a donné un bilan positif sur son gouvernement. Que pensez-vous de ces bilans? Je me dis que c'est malheureux pour le Congo. Très malheureux quand vous voyez un responsable qui fait un peu de l'autosatisfaction. Parce que j'ai bien lu, comme tout le monde, toutes les galéjades qu'il a eu à Noné. J'ai bien vu, j'ai bien lu et réfléchi là-dessus. Je me dis, il a parlé par exemple de l'amélioration de l'aspect social. Mais quand on parle de l'amélioration de l'aspect social, il faut parler par exemple de la réduction du chômage. A-t-il réduit le nombre de chômeurs au Congo? Je ne sais pas. Il parle de la sécurité sur tout le territoire national. Mais quand on voit ce qui se passe à l'est du Congo, bon, qu'il soit un peu modeste pour parler de ça. Il peut parler de l'armée. Bon, nous savons que notre armée est tenue par les Rwandais. Alors comment est-ce qu'il peut parler de l'armée congolaise, des forces armées congolaises, alors que nous, Congolais, nous, vrais Congolais, nous savions que chez nous, il n'y a pas d'armée. Alors vous dites que l'armée était féodée par le pouvoir hégémonique de Kigali. Alors, pensez-vous, quand Tshisekedi viendra au pouvoir, pourra éradiquer en fait cette force mystique autour de ce gouvernement congolais? Ils partiront d'eux-mêmes. On n'aura pas besoin de le chasser. Ils partiront d'eux-mêmes. Ils partiront d'eux-mêmes. Comment? Avec un coup de baguette? Eux-mêmes, ils savent comment ils partiront. Parce qu'à l'époque de Kabila père, ils sont partis. Ils sont revenus avec Kabila le fils. Donc vous légitimez qu'il est le fils de Mouzé Kabila? Jamais dit ça. J'ai aucune preuve. Vous parlez de Kabila père? Je dis à l'époque de Kabila père. Donc vous légitimez? En principe, quand je devais parler de Kabila, l'actuel président, je devais parler de Kanambe alias Kabila. Excusez-moi, j'aurais dû parler ainsi, quoi. Alors, pour aller encore vers les élections, le 28 novembre, c'est les élections. Et là, on voit ci et là des doublons au niveau de la CENI, des cartes d'électeurs données aux petits-enfants, des contingents achetés pour organiser ces élections. Comment voyez-vous la victoire de Tshisekedi avec tout cela? Le peuple congolais est mûr pour une révolution, une vraie révolution. Donc vous êtes pour la prise des armes? Non, je ne dirais pas ça, mais je dis seulement que qui vivra verra le 28. Donc après le 28, comme Tshisekedi disait que le 6 décembre, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura la Tunisie en RDC. Non, je ne dis pas ça, mais je dis qui vivra verra. Donc au niveau de charte de l'IDPS, au niveau de leur statut, il y a la non-violence. Donc vous jetez... L'IDPS a déjà aboli ce passage-là dans ses statuts. Le passage est aboli, alors le Congolais doit savoir que ce passage-là est aboli. Le Congolais doit se prendre en charge et devant l'exaspération qui est la sienne, utiliser tous les moyens en sa possession pour se libérer. Alors je reviens un peu à la dernière visite de Tshisekedi à Lubanga, à la CPI. Comment voyez-vous cette visite d'un homme qui est accusé de génocide et de massacre de masse? Est-ce que... il est accusé, il n'est pas encore condamné. La CPI, la Cour... La CPI, la Cour pénale internationale. Est-ce une institution neutre? Impartiale? C'est à vous de me le dire. Ah ben, si c'était... Bon, non, moi je vous repose la question. Hein. Ben, alors je vais vous répondre. C'est une institution qui est créée avec le désaccord de Rome. Et cet accord de Rome... Et pourquoi les États-Unis n'en font pas partie? Ben, j'allais y revenir. Il y a 110 membres. Je dis pourquoi les États-Unis n'en font pas partie? Ben, les États-Unis, dans leur amendement, ils ne souhaitent pas qu'un Américain soit livré et emprisonné à l'étranger. La raison pour laquelle... Il y a eu un Congolais qui est livré et emprisonné à l'étranger. Et c'est tout à fait normal que notre leader aille le rendre visite comme il a rendu visite à Mbemba. Ben c'est un Congolais comme moi, comme toi. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre cette chose. Les voix de Caméré sont assez importantes en RDC. Comment ils délaissent Caméré pour aller chercher des voix de Diomi Ndongala et les autres et également de Jean-Pierre Mbemba? Qui vous a dit que les voix de Caméré étaient très importantes à l'Est?
dans l'Est, il a été plébiscité, terriblement plébiscité. Vous savez, quand vous allez faire une campagne électorale en 2006 avec un budget de 1-2 millions de dollars, c'est normal. C'est normal, nous savons comment se font les élections chez nous. Alors, mais quand il est allé faire, quand on dit qu'il est plébiscité à l'Est, il a été avec un budget de combien? Avec un budget de 1000, 2000 euros ou avec un budget de 1 million, 2 millions de dollars? Alors, la logistique concernant les élections présidentielles en RDC avec l'UDPS, il y a des inquiétudes. L'UDPS avec Etienne Tshisekedi for President, une association gérée par des avocats à Bruxelles, ont du mal à collecter l'argent par rapport à ces élections de 2011. Comment vous allez faire pour quadriller la RDC avec la logistique, l'achat de matériel et aussi le transport de matériel Comment vous allez faire? Il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'élection de M. Tshisekedi, M. Tshisekedi bénéficie de ce que moi je qualifie d'une option populaire. Je pèse bien mes mots, il bénéficie d'une option populaire de la part de ses frères et sœurs congolais. Donc le problème de financement ne se pose pas. Alors le problème de financement ne se pose pas. Aujourd'hui, quand on visite le site internet du DPS, on s'aperçoit d'une seule chose, qu'il n'y a pas le programme du DPS. Monsieur, je ne sais pas sur quel site vous avez été. Il y a le programme de l'UDPS. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le programme du DPS par rapport au programme des sociétés, le programme social par rapport au peuple? Bon, en quelques mots, je pourrais dire par exemple, je prends sur le plan par exemple éducation, nous préconisons la gratuité jusqu'au niveau des études primaires et des études secondaires. Il y a ça, et puis la couverture sociale pour tous les Congolais. Alors je ne fais que sur le plan social, éducation, et je dirais que la gratuité pour les études primaires et les études secondaires, et puis sur le plan sanitaire ou sur le plan couverture maladie, nous préconisons une couverture universelle pour tous les Congolais. Alors la couverture universelle pour tous les Congolais, alors je souhaitais savoir où est-ce que vous allez trouver le budget pour pouvoir consentir à ces efforts-là, la gratuité et également la couverture maladie. Mais que représente au Congo l'économie souterraine au Congo? Nous y allons pour créer un état de droit. Là où il y a l'État, il y a toujours les moyens. On trouvera. Si nous arrivons à reconstruire l'État congolais, l'administration congolaise, nous trouverons le moyen. Alors pour terminer, ma dernière question, les échos de couloir nous font savoir que voilà, Tshisekedi est hospitalisé aujourd'hui. Est-il en bonne santé et malade? Vous savez, le PPRD peut répandre tout ce qu'il fait comme rumeur, mais comme ils sont aux abois, ils savent qu'ils vont perdre, ils savent qu'ils vont quitter le pouvoir, alors ils peuvent dire n'importe quoi. C'est de bonne guerre, répandre les rumeurs de cette manière. Alors rentrons dans un cadre beaucoup plus spécifique. Pour terminer, il est revenu à Bruxelles, ses sympathisants, les combattants, des partisans sont allés l'accueillir à l'aéroport Zaventem. Ils ont été bredouilles. Il a été ramassé par la police belge. Et sans dire mot aux Congolais, il part. Est-ce que vous trouvez que c'est un rôle d'un leader agir de la sorte? Je n'ai pas la même lecture que vous de ce problème-là. Je n'ai pas la même lecture de ce problème. Mais ce que je dirais, vu sa stature actuelle, nous devons craindre pour sa sécurité. Parce que pour le pouvoir en place, le pouvoir corrompu, honni et décrié au Congo, Tshisekedi est un homme à battre. Donc dans ce cas-là, nous devons prendre toutes les précautions pour préserver son intégrité physique. C'est tout à fait normal. Préserver son intégrité physique en Europe et à comme au Congo, comme en RDC. Et pour terminer, quel est le message lancerez-vous aux Congolais de la diaspora qui ne voteront pas d'ailleurs? Babenga bandeko na bango na Kinshasa, na Congo, partout na Congo. Balobani. Ba voter Tshisekedi. Bon, on va voter à Tendengenine. Poni bosala ki moyen te ba voter avec vieux bal. Possibilité wana to ko examiner ngo positivement.
Alors, balobi que azoye la batu tribalisme makasi ya baluba. Ah ben c'est quoi yo bata bandundu baza kuna na bata baswahili. Biso le but est tribalisme. Non, ce sont des Congolais comme nous. Non, ce sont des Congolais comme nous. Ce sont des Congolais comme nous. Vous savez, quand il a été désigné comme Premier ministre, dans son cabinet, il n'y avait pas de Balouba. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Olito. Ravi de vous rencontrer ici à Paris. Vous aurez fort à faire pendant cette période jusqu'aux élections. Comptez-vous aller en Kinshasa? Ben, si le devoir m'appelle, pourquoi pas? Le devoir? Donc si mon patron a besoin de moi, pourquoi je n'irai pas? Très bien, merci. On vous souhaite bon vent. Merci à vous. Réagir en fonction de ça. En fait, bon, mais c'était pas prévu, hein, je veux dire. Non. Mais j'ai entendu mon grand frère parler. C'est intéressant ce que vous faites parce que pour moi, tous ceux qui militent dans le monde ont une autre dimension qui est une dimension qu'on ne trouve pas chez tous les hommes. Parce que le militantisme, c'est une vie. Et c'est très dur. Voilà, c'est très dur, comme vous venez de le dire. Mais je viens de suivre avec beaucoup d'attention et d'intérêt votre interview, d'autant plus que nous sommes des pays juxtés. Vraiment, ça m'a interpellé, voilà, intéressé. En fait, si j'ai un conseil à vous donner, parce que quand même, vous allez vérifier, allez sur Internet, vous tapez mon nom, c'est moi qui ai organisé à Bordeaux la marche contre les exactions à l'Est. À l'Est, oui. Avec Mapouya. Bien sûr. C'est moi qui l'ai organisé à Bordeaux, oui. C'est moi qui l'ai organisé. Vous tapez juste Prudence Soko sur ce dossier-là. Vous verrez bien que j'ai donné même une interview devant la gare de Bordeaux. Donc je pense que si vous accordez une interview, il y a un intérêt qui est là et qui est particulier. Vous voulez communiquer avec la population qui est sur place. Mais j'ai bien peur qu'au niveau de la communication politique, il y ait quelque chose qui ne passe pas. Par exemple, quand vous répondez sur la question liée à la CPI, le journaliste a été obligé de revenir 3 fois pour essayer de forcer un peu la main pour que la chose passe. S'il y a des gens qui sont, je veux dire, qui ont vraiment de la maturité dans la chose politique, ils pourront se rendre compte de certaines insuffisances et ça ne pourrait pas être en votre faveur. Mais nous détenons des preuves que le monsieur est impliqué. Mais je suis d'accord avec vous. Non, parce qu'à un moment donné, il faut dire au blanc la vérité. À un moment donné, Kabila, tu sais qu'il va aller, il va le caresser. Là, vous parlez à vos électeurs. Mais oui, mais Vous ne parlez pas aux blancs, là. Non. Je dis, les électeurs ont envie d'entendre ça. Mais quand on parle de Thomas Lubanga, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'a-t-il fait? Mais enfin, bon, un conseil. Vous prenez un temps communicatif. Pensez un peu. Je peux parler, mais excusez-moi, vous êtes du PCT par exemple, bon, j'ai le lien un peu plus personnel, affectif avec le parti ou avec chose, mais regardez tous les morts qu'il y a eu chez vous. Vous trouvez ça normal? Par rapport à la guerre qu'il y a eu au Congo par exemple, au Congo-Brazzaville. Il y a eu beaucoup de morts. Personne ne peut trouver qu'une guerre soit normale déjà. Oui, c'est pas que pour le Congo et pour, mais cette guerre, le monde entier, je à crois la que c'est base, pareil. quelle est la racine de cette guerre? Il y a plusieurs versions sur la guerre. Justement, moi j'ai ma version, vous avez votre version. Monsieur peut avoir sa version. Bon, lui aussi a sa version. Donc, j'ai ma version, mais je laisse discuter. J'ai assez lu sur cette guerre. J'ai énormément lu là-dessus. Je me dis ceci, je regrette. Nous Congolais, nous sommes victimes d'une chose. Le jour où le Congo sera démocratique, réellement démocratique, beaucoup de choses changeront en Afrique centrale. Ça, c'est le Sud-Afrique. Sur le plan politique et sur le plan économique. Beaucoup de choses. Nous serons le moteur, comme on l'a été avant 60. Mais quand vous faites allusion, quand vous parlez à la démocratie, vous faites allusion. Je suis juriste. Oui, allez-y. Quand vous parlez à la démocratie, vous faites allusion à quoi? À la transparence au niveau institutionnel. Vous croyez que cela est suffisant pour qu'on parle réellement de la démocratie? Même ici, je sais qu'il y a des insuffisances. Je ne suis pas connard. Même ici, on voit l'affaire Karaché. Oui. On voit l'affaire Karaché qu'on sort. Il y a la perfection dans ce monde, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que nous voulons? Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi existent les APN? Pourquoi existent les RNU? Il faut que les gouvernants aient la paix. Et quand vous touchez 1200, 1300 et que vous devez payer 700 de loyer et nourrir les enfants, sans APL, sans quoi encore, allocation familiale,
Doyen, ça c'est ce qu'on peut considérer en France comme étant des minima sociaux. Non, ils l'ont fait. Pardon. Est-ce que je peux dire? Non, laisse-moi terminer mon idée. Ils l'ont fait pour avoir. Pas. Non, écoutez, C'est une façon de parler. Non, c'est ma façon de parler, c'est ma façon de parler. Échange, on est en train d'échanger. Oui, on pourra même continuer se revoir et y a pas de problème, même chose. Il n'y a pas de problème. C'est ma voix, j'ai une voix Qui porte. pas qui porte, mais qui un peu au rock. Il y a une voix caverneuse, voilà. Le terme qu'une femme me disait à l'époque. Quand j'étais jeune. Alors, je voulais dire ceci, que les Blancs a donné à sa population le RNI, l'allocation familiale, tous les transferts sociaux, c'est pour avoir la paix pendant que les autres se doivent. Et quand on regarde le contrat, il y a des gens ici, contrat d'arraché, contrat elle, fait consort, mais il y a déjà une seule personne peut toucher 150 millions. Donc 150 millions pour vous, ma maman ou pour moi, ça sera 1000 heures de travail. Est-ce que tu penses que c'est un argument qu'on peut utiliser pour essayer de justifier le comportement non politique ou également la forfaiture? Mais tel que le mot est-ce que c'est antidémocratique, ces genres de procédés? C'est la question, c'est situé à ce niveau-là, il me semble. Oui, c'est antidémocratique. Moi, il ne me semblait pas. Hein. Non. Dans une société normale, une société où comme symbole, c'est l'égalité, la fraternité, qu'il y ait de tels écarts de salaire, c'est anormal. Anormal. Je dis, dans une société qui prétend, qui a comme alors valeur, le modèle, comme alors on va symbole, partir sur une logique beaucoup plus simple. Alors le modèle idéalisé, quel est le modèle idéalisé d'un pays qu'on peut comparer avec tout ça? Quel est le modèle idéalisé? Vous savez, là où il y a l'homme, il y a toujours des imperfections. Oui, mais alors je souhaiterais savoir, avoir un peu quelques bases sur cela. Bon, justement, malheureusement, nous n'arrivons pas à construire l'homme humain. Mais il faut qu'il y ait un pilote, il faut qu'on puisse faire une projection sur un pilote. L'homme humain n'arrive pas à construire un modèle qui pourrait contenter tout le monde. Alors comment veux-tu parler à un électorat sans avoir idéalisé ces propos avec un modèle pour qu'il puisse prendre référence par rapport à ces modèles? Nous avons notre modèle. J'ai une question. Oui, allez-y. Parce que mon frère, vous avez parlé il y a le grand frère qui parlait d'une société idéale pour vous. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. Une société idéale. Vous avez fait des évocations sur la question liée à la démocratie. Pour vous, la démocratie, c'est... Je vous en prie, bonsoir. Aujourd'hui, parce que moi j'ai suivi avec beaucoup d'attention, je n'étais plus à la fac, la conférence de la Bonne de 90. L'émergence de la démocratie ou des démocraties en Afrique. Je sais que ça a déjà existé dans le temps. Soit avec les conférences nationales chez nous, la suite logique, l'arrivée des conférences nationales. Est-ce que quand on voit aujourd'hui l'émergence de la Chine, avec une démocratie qui est autre que la démocratie orthodoxe, c'est-à-dire une démocratie, on va dire, populaire. Quand on voit l'émergence de la Chine aujourd'hui qui attire beaucoup des grands pays occidentaux, la Chine qui est en train de dominer, écraser sur le plan des marchés en Afrique. Est-ce que vous croyez que lorsqu'on fait une comparaison, le modèle démocratique occidental et le modèle hellénique, voilà, et le modèle idéal qu'il faut pour les Africains pour développer, sachant qu'il y a 60 ans la Chine était comme l'Afrique. Mais n'oublions pas une chose, en termes de moyens, la Chine, c'est une vieille civilisation. Quand eux, ils habitaient dans des maisons à étages, l'Européen dormait dans les arbres. N'oubliez pas ça. C'est une idéologie. Non, je dis. Non, mais je un parle peuple, d'idéologie. non. C'est l'histoire. On ne peut pas détacher un peuple, l'idéologie d'un peuple et son histoire. Quand les Chinois construisaient des maisons à étages, ici, les gens dormaient na banzete. Beaucoup de gens croient, maman, c'est que spaghetti là-bas italien. Spaghetti là-bas italien, là-bas chinois. Non, c'est pour te dire que la Chine, sa puissance économique actuelle, sa puissance économique, commerciale, financière actuelle est directement liée à son histoire. Et je pense qu'avec Mao, ils se sont dit une chose, que nous n'avons... Vous avez répondu à ma question? La question n'a pas été répondue. Non, c'est-à-dire que... Moi j'attends la réponse d'ailleurs. Non, parce que les Chinois ont démenti le modèle libéral. Je suis économiste, je pourrais bien vous répondre. Les Chinois ont démenti
les faits. C'est-à-dire que... Attendez, ils appelaient qu'il y a un modèle libéral? Non. Ah, attendez, Non, j'ai eu peur. Non, c'est-à-dire que l'économie du marché, c'est-à-dire qu'il faut avoir au niveau politique. Mais les Chinois sont arrivés à faire une symbiose. Sur le plan politique, parti unique. Mais sur le plan économique, l'économie du marché, le libéralisme. Ils sont arrivés à faire cette symbiose-là. Pas libéral. C'est un modèle qui n'a jamais été Il y a une différence. on n'a jamais prévu ça. Mais le Non, c'est ça que je craignais. à ne pas confondre avec le libéralisme comprenez. Voilà, c'est cela aussi. C'est-à-dire que l'économie du marché, c'est-à-dire la propriété, parce qu'à la base de l'économie du marché, c'est le marché et la propriété privée. C'est-à-dire l'individu, n'importe qui, s'il veut monter créer sa propre entreprise, il la monte. Comme ici. Libre entreprise. Oui, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ça a toujours En existé. Chine. Non, en Chine, non. En Chine. Avec une certaine restriction. Non. Il y avait une certaine restriction. Les entreprises d'État. En principe, c'était... Ouais, voilà. Il y avait une certaine... Les entreprises. C'est pour ça que je dis une certaine restriction. Non, c'était les entreprises d'État. C'est pareil, quand on ouvre un tout petit peu, ça donne la même chose. Avant celui-ci, ils ont commencé à mettre la petite dose, à estiller ça. Mais maintenant, ils se sont dit, écoute, nous, pour faire marcher une économie, c'est la main de Martin, la main d'Adam Smith qui doit jouer. La main invisible. C'est-à-dire que chaque individu, si maman veut monter sa propre entreprise, qu'il la crée. Mais la réponse Et en même temps, concomitamment à cette libéralisation des marchés, ils maintiennent le monopartisme. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul parti. tu sais Donc ils sont en train de créer un modèle que, bon, avec... Non, maintenant, les gens sont... Tu m'as toujours pas répondu. Non, les gens maintenant, non, là je vois là où vous voulez en venir. Vous voulez me dire qu'en dehors du communisme, du socialisme et du libéralisme, il y a un modèle intermédiaire, le modèle chinois. Oui. Je dis pour vous, quel est le modèle qui est intéressant pour les Africains? Oh ben non, c'est difficile à répondre à cette question parce que je me dis, qui est l'Africain d'abord? Qui est Africain? Est-ce que l'Africain est maître de chez lui? C'est pas la question que je me suis posée. Ben non, je dis, parce que pour se donner un modèle, il faut d'abord être maître chez soi. Vous souhaitez quand même la démocratie chez vous? Mais non, écoutez, pourquoi parler la question, c'est démocratie au Congo Brazza du moment où moi, je sais que le vrai patron chez vous, au Congo Brazza, c'est Total. Alors, ne venez pas me dire n'importe quoi. Là, ça c'est un raccourci, ça c'est un raccourci, je dirais que c'est un raccourci. Non, ne parle pas. Non, je sais que le vrai patron chez vous, c'est Total. Je crois que Alors, comment parler de démocratie? D'abord, et en particulier chez vous en RDC, ce qui sera idéal. Vous m'avez donné... Alors, en une phrase, je peux vous répondre. D'accord. Ok. Il y a suffisamment chez nous de quoi contenter tout le monde. Le gâteau est suffisamment grand au Congo pour contenter tout le monde sur le plan éducation, sur le plan santé et sur le plan travail. Vous savez de combien d'années vous êtes en retard? Oh, depuis le siècle, hein. Comment? Enfin, c'est pour dire que c'est pas facile. Non, je sais que c'est pas facile. Je dis, le Congo est un pays sous-peuplé. Non, nous sommes un pays sous-peuplé. Et il y a du travail pour tout le monde, mais à condition qu'on y mette la rationalité, l'intelligence. Et pourquoi, comment il peut Mais y en avoir... Afrique, on n'est même pas encore à un cheveu Comment il peut y avoir du de la travail démocratie, si on peut Mais le dire. parce qu'à la tête de nos pays, on est dans un pays où il n'y a pas de plein emploi? mais au Congo, le plus important est possible. Le jour où nous aurons mais justement, le jour où nous aurons un président, un vrai président, jusqu'à présent chez nous, on a quel gouverneur? Chaque chose, c'est un gouverneur. Est-ce qu'on ne doit pas, pardonnez-moi, Quand on parle de RDC, que vous parlez de ça, vous trouvez ça normal? Pardon? Quand on parle de la RDC, Non, je dis, vous êtes politique. je parle de l'Afrique. Je dis ceci, en Afrique. est-ce qu'on doit se baser, On n'a que des gouverneurs à la tête de nos États. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit se baser, et sur... le jour où on aura des présidents, il y aura le plein emploi. Non, est-ce que moi je suis en train de penser une Il y a seule que des chose. gouverneurs chez nous. Pour terminer, la dernière question je poserai à vous, est-ce qu'on doit se baser sur les hommes forts ou les institutions fortes? je ne pense pas que ce soit suffisant parce qu'il y a la mentalité africaine. Il faut que nous trouvions une réflexion qui soit très proche de notre réalité. C'est là le problème. Et maintenant, l'affaire sur les institutions viendra après. Parce que les institutions telles que vous l'évoquez, dans les pays occidentalisés comme la France, ont été adaptées à leur mentalité.
Donc nous avons nos mœurs qui sont des mœurs africaines. Il faut réfléchir autour de ça aujourd'hui. On a des compétences, nous avons de la potentialité humaine qui soit capable de réfléchir sur un modèle qui soit un modèle africain. Nous avons des exemples jurisprudentiels sur certains États qui ont trouvé le modèle intermédiaire. Par exemple, qui marche très bien. Le Ghana. Quand vous parlez du Ghana, par Le exemple, Ghana? c'est le Ghana. Oui, mais ça marche très bien le Ghana. Mais pourquoi pas dans d'autres pays africains? Donc, Pourquoi? je pense Parce que c'est peut-être la mentalité anglo-saxonne, peut-être. exactement qui est très Est-ce qu'il y a une différente certaine carence par qui est très rapport différente au... de- Oui, mais la mentalité anglo-saxonne, c'est le pragmatisme. D'accord? Porte sur le pragmatisme. C'est ce qu'on n'a pas chez les latinos. Et alors, qu'il faut-il faire le mixage pour qu'on puisse, bien Il sûr... faut travailler, il faut beaucoup travailler, c'est un travail de longue haleine. Il ne faudrait pas espérer. C'est ce que je disais à mon grand frère, il faudrait pas, ça ne se réglera pas d'un coup d'une baguette magique. C'est pas parce que Tshisekedi deviendra président de la République que vous aurez eu des solutions à tout. Et la vision un peu de l'autre côté de la capitale congolaise, Kinshasa, de l'autre côté à Brazzaville, comment voyez-vous ces élections d'ailleurs? Une vision politique et diplomatique neutre. Nous observons avec beaucoup d'attention parce que nous partageons la même frontière. Avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt. Récemment, le président Sassou a été accusé par Joseph Kabila de fomenter des attentats de coups contre la capitale congolaise, Kinshasa. Le monde n'est pas au courant de cette affaire. Le monde n'est pas au courant de cette affaire. Il y a Pourquoi est-ce qu'il suffit de dormir de l'autre côté d'une rivière pour penser et voir les diables partout? Non, si vous avez des problèmes chez vous, il faut les il y a régler un chez vous. contentieux. Je pense que si. Il y a un contentieux des Ignélés, Je pense etc. je pense que si nos frères de la RDC ont des problèmes chez eux, il faut qu'ils apprennent à les régler chez eux. Nous avons nos problèmes, nous les réglons chez nous. Vous parlez que le Congo est à un retard d'un siècle ou demi-siècle. Comment voyez-vous au niveau des indicateurs économiques? Vous le situez comment? Pourquoi vous dites que voilà, c'est un Vous retard de savez, 50 vous ans? trouvez ça normal que le Congo soit producteur du diamant et que le Rwanda, il y a 3 ans, devienne soit listé parmi les meilleurs producteurs, alors que le Rwanda n'a même pas un seul diamant sous son sol? Ça pourrait être une des réponses. Là, vous indexez les Congolais en disant qu'ils sont des irresponsables. Pas du tout. Qu'est-ce que Pas vous voulez du tout, dire? c'est un peuple que je partage sur l'affectif, beaucoup de choses. L'affectif, Parce que nous avons simplement? Beaucoup de C'est choses. pas une insulte, Quand ça? je dis non, je dis de l'affectif. Parce que nous avions beaucoup de ressemblances. Oui. Beaucoup de ressemblances. Ça ne suffit pas l'affectif. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Il ne faut pas prendre des réponses comme des Moi, je suis journaliste, je pose des questions Non, une simplement. agression, mais c'est pas. Moi, je suis journaliste, je suis neutre. C'est pas une question ce que vous dites. Parce que vous venez de le dire tout à l'heure. Est-ce que sur l'affectif, je veux dire quoi? On n'est pas. Il ne s'agit pas d'être des amoureux entre Congolais. C'est pour ça que j'ai créé par rapport à cela. Il s'agit de dire la vérité. Vous, en tant que journaliste, Oui. vous êtes là pour véhiculer l'information. Tout à fait, la raison pour laquelle je vous donne un micro. Pure et nette. Ce tout à que fait. je vous dis, c'est du pur et du net. Ok. Vous pourrez véhiculer cette information. Absolument. Voilà, je dis l'affectif. Sur la situation des élections en RDC, que voulez-vous que je dise en tant que Congolais? Je suis neutre, j'observe ça avec beaucoup d'attention, parce que nous partageons, nous sommes deux pays jouxtés, nous partageons la même frontière, et je regarde ça avec beaucoup d'attention, parce que je pense que s'il y a des troubles en RDC, ça pourra bouleverser la sous-région. Donc je regarde avec beaucoup d'attention, parce que j'imagine la paix, ce n'est que dans la paix et la consolation que nous pourrons travailler. Et les dernières révélations de Bourget, qu'est-ce que vous en pensez? Et Les dernières révélations de Bourget, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Ah oui, mais bon, mais ça, on évoque les questions. Il y a les noms de pratiques, votre oui, président les qui est... pratiques. Bon, mais les noms, vous savez, hein, on dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses, hein. On dit beaucoup de choses. Demain, on pourra encore dire autre chose. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis juriste. Je parle sur la base de La raison pour laquelle je pose la question, parce que c'est un confrère qui a Je à parle vous, sur la preuve. qui sort des éléments. Donc, par définition, il maîtrise les arcanes de la justice, des lois. Bourget n'est pas congolais. Qui est français. Oui, mais un juriste, un avocat. Mais s'il est juriste et avocat, ça ne veut pas dire que c'est le Dieu faiseur. D'accord? Il y a des juristes et des avocats qui font des erreurs. Si je comprends à travers vos réponses, vous êtes proche de la mangeoire. Non, je ne suis pas proche. Je ne suis pas proche, je suis sassouniste. C'est que j'ai compris. Donc Je vous êtes suis proche de la sassouniste. mangeoire alors. Je vous ai dit que... Non, la mangeoire, c'est quoi? C'est quoi la mangeoire? Et c'est là où tout le monde pioche. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous qui avez l'habitude d'aller à la mangeoire, vous devez savoir ce que c'est. Moi, je ne vais pas à la mangeoire, je mange à table chez moi. C'est déjà suffisant.
Qu'est-ce que c'est la mangeoire? Les dernières élections au Congo-Brazzaville ont été contestées, ces élections. Les opposants, l'opposition. Il y a une commission qui a validé cette élection. C'est une élection qui s'est déroulée correctement. Et il y a eu un président de la République. Au Congo, il n'y a pas eu d'émeute contestée par, vous voulez dire, la population de la RDC. C'est pas correct. Vous êtes journaliste RDC? Non, français, ici, en France. J'œuvre ici en France. Je suis de l'APE, donc Association de la presse étrangère. Oui, mais ça veut dire quoi? Vous êtes français? Non, je ne suis pas français, mais vous travaillez ici. pour qui, vous? Je travaille pour l'APE, comme je dis. Oui. Association de la presse étrangère, donc au CNN, CBS et tout ce monde-là. Je travaille avec eux. Alors, je vous dis, les élections au Congo sont très bonnes. Monsieur le français, les élections sont... Je ne suis pas français, j'ai dit je travaille ici en France. Qui vous êtes alors? Je suis d'origine congolaise, mais je travaille ici en France. Vous êtes congolais d'origine? Oui. Vous travaillez en France? Oui. Bon, mais d'accord, pour quel organe de presse? APE. APE, vous travaillez pour? Bon, d'accord, mais je vous dis... La grosse presse internationale. Mais l'élection congolaise, c'est une élection correcte. Correct. Et que voyez-vous l'avenir du Congo-Brazzaville par rapport à RDC? Ils voulaient mettre en place un pont, faire la jonction de capitale. Qu'est-ce que vous en pensez? Par la jonction, moi je trouve que c'est normal. Les rapports... C'est un vieux projet depuis oui, voilà, c'est un projet. Que ça va le jour. Qu'est-ce que vous en pensez de ces projets-là? Parce que je ne peux pas mettre la caméra sur vous, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez de ces projets-là? Il s'est contesté par Ponton, donc Pointe-Noire, PNR. Et c'est contesté par Matadi, parce qu'ils vont perdre leur marché. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Le pont entre la RDC et le Congo. Là, je parle en tant que politique congolais. Je pense que la RDC, c'est un très grand marché pour le Congo. Je dis en termes de marché, là. Je dis c'est un très grand marché pour le Congo. Il est très important pour nous d'ouvrir ce pont-là entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Je pense que ça pourra être un projet porteur. Dites-moi, il y a eu dernièrement le froid entre le Kigali et Brazzaville. Kigali va s'étendre un peu son hégémonie vers Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Qu'est-ce que vous entendez par l'hégémonie? Simplement, l'introduction. Ils veulent récupérer en fait l'Afrique centrale en fait, par rapport à leur façon de mettre la main sur les richesses de l'Afrique centrale. Et les richesses au Congo sont gérées par l'État. Et on n'a pas de Kigalien chez nous qui gère les richesses. Je ne suis pas au courant de ce dossier. Et pourtant aussi au niveau de l'armée, il y a une certaine faiblesse. L'armée angolaise a sauvé le gouvernement congolais de Sassou. Vous parlez de quoi? Je parle de ce que je sais, je dis, le gouvernement congolais a été sauvé par l'armée d'Eduardo de Santos. Non, mais maintenant je vais vous dire, est-ce que croyez-vous, parce que vous le savez que c'est vrai? Et certainement parce qu'il y a une base d'entraînement militaire qui se trouve, 2 bases militaires au Congo-Brazzaville, c'est une discussion simple, gérée par bien sûr les instructeurs angolais qui sont très formateurs et très puissants bien entendu dans l'Afrique australe et qui au demeurant en 2 heures peuvent envahir 2-3 pays en rien de temps. Je ne suis pas au courant de l'existence de ces bases. Si vous savez où se trouvent ces bases, puisque vous semblez connaître bien le Congo, dites-moi dans quelle région? C'est à Pénère, en Pointe-Noire. Une base militaire? Oui. Je suis pas. Vérifier. Et bien sûr, c'est une démarche intellectuelle, ça me paraît naturel. Tout à fait. Alors pour revenir un peu à la prise de Rwanda vers la RDC, que voyez-vous par rapport à cela? Comment se fait-il qu'un petit pays comme le Rwanda marche sous la RDC? Si c'était vrai, je trouve que c'est pas normal. Si c'était vrai, je trouve que c'est pas normal parce que... Les indicateurs que vous venez de donner, quand il y a des indicateurs économiques comme ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous avez dit que, comment se fait-il que le Congo... Bien sûr, ça c'est à voir avec vos gouvernants. C'est pas le mien, hein, excusez-moi. Il doit vous apporter des réponses à ce problème. C'est à vos gouvernements de vous apporter des réponses. Pour terminer, pouvez-vous vous présenter parce qu'on ne s'est pas présenté tout à l'heure? Je m'appelle Juste Prudence Soko. Pardon? Je m'appelle Juste Prudence Soko.
Je suis donc membre de la fédération PCT, Comité français. Je suis donc dans ce bureau et je suis politicien. Merci, vous habitez Paris, vous n'habitez pas Lyon, vous avez parlé de Lyon. J'habite pas Paris, j'habite Bordeaux. Mais Bordeaux, pardon, oui, autant pour moi. Je viens sur Paris séquentiellement parce que, vous savez, comme vous le savez, vous êtes parisien, lorsqu'on travaille à un très haut niveau, c'est du haut débit, hein, donc tout se passe à Paris. Donc je suis plus à Paris qu'à enseignement. Pour terminer, les réalisations de Sasso dernièrement avec le nouveau aéroport. Les très très grandes réalisations, c'est pas que l'aéroport. Là, non, je sais que j'ai dit, je salue quand même l'effort quand même de ce qu'il a, le président. Merci beaucoup, mais je crois que pour parler de ce dossier-là, c'est un autre volet. Il nous faudra peut-être 2 jours pour en parler. Et là, quelles sont d'autres réalisations? Parce que mis à part l'aéroport qui est magnifique, quelles sont d'autres réalisations encore? C'est vaste, c'est une question d'éventail. Je vous ai dit que pour parler de la réalisation présidentielle au Congo, sur tout ce qu'il a pu faire là et qui va continuer à faire. C'est une performance bien sûr, voilà, je peux le reconnaître. Il nous faut beaucoup de temps, mais là je crois que vous êtes tenu par des questions liées à la temporalité. Si vous voulez faire une émission sur moi, le gouvernement s'en avait, vous m'avez invité, je répondrai à vous. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. C'est une participation maigre, mais j'espère que ça fera du bien pour moi. Merci beaucoup. La partie de Kinshasa, l'IDPS est en cours. Donc si l'IDPS perd des élections, c'est que quelque part on a triché. C'est pourquoi nous demandons à ce que le CNI ouvre les listes, qu'on nettoie, qu'on enlève tous les enfants, en tout cas le mineur. Il n'y a pas seulement les enfants, il y a les doublons, il y a des enfants. Il y a également des kits qui ont été retrouvés, des kits de plus. Il y a aussi des villes qui ne sont pas connues et ils sont listées. Comment vous allez faire avec ça? Parce que c'est ce que l'IDPS demande aujourd'hui. Ouais. Et il me semble qu'un accord a été trouvé au niveau de l'ouverture des listes. C'est-à-dire que chaque parti a envoyé une personne l'IDPS dans la personne de comment il s'appelle encore celui qui est venu ici, Moubake sera là. Pour la société civile, il y a Martin, oui, qui sera Martin là. Fayoulou, oui, qui sera là lui aussi, et puis les partis d'opposition. Ils ont demandé à ce que les listes soient ouvertes, qu'on puisse les nettoyer, puisque même ici en Occident, qu'est-ce qui se passe ici en Occident après chaque élection? On nettoie quand même les listes, puisqu'il y a des gens qui sont morts après les élections, il y a ceux qui atteignent la majorité, et toutes les listes doivent être nettoyées. Moi, mes inquiétudes ne se situent pas à ce niveau-là. Les inquiétudes se situent au niveau de ce qu'on découvre aujourd'hui. On a découvert encore hier le jeune PPRD, ils sont en doublon à Ituri. Je ne sais pas si vous avez lu cet article d'aujourd'hui. Et on a découvert encore des kits au niveau des élections sont au nom de Kabila. On a découvert encore un petit logiciel qui favorise Kabila par rapport à ces élections. On découvre les enfants avec des cartes d'identité. On retrouve avec des Intamerois qui viennent de Rwanda. Avec ces cartes-là qu'on retrouve même au niveau de Zambie, au niveau de Kampala, de l'Angola, etc. Alors, la solution, l'église congolaise, l'église mère du Congo, a donné une solution par rapport à ça. Ils ont 300 000 membres. Pourquoi vous n'utilisez pas ces membres-là dans leur impartialité pour gérer les élections? Justement, l'Église est faite pour moraliser le peuple. Mais il y a 300 000 membres qui sont là. Nous n'avons pas réuni à ce que l'Église a proposé, ce que le cardinal Monsengo a proposé. Nous ne disons pas non à cela. Monsengo a lui-même d'ailleurs fait appel au président de CNI, de la Bengoï, pour qu'on puisse en discuter. Et Monsengo a dit, et je répète encore ce que Monsengo a dit, c'est normal puisqu'il a dit à ce monsieur de pouvoir ouvrir les listes, nettoyer les listes et permettre à ce que chaque parti puisse avoir ne serait-ce qu'un œil là-dedans. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, l'Église catholique propose d'envoyer les émissaires dans chaque localité, dans chaque bureau de vote, afin qu'ils puissent travailler ensemble pour gérer, par exemple, le comptage, pour gérer, par exemple, parce qu'ils ont refusé quand même le vote sous Internet. Ça, c'est mieux. Ça, c'est encore bien. Hein, les aides par personne interposée, notamment le système Internet. Mais l'Église va être, je crois que l'Église, je suis sûr, hein, parce que
sais que Monseigneur Wadi, je sais que le président de CENI a aussi lui-même répété que l'Église sera là présente pour pouvoir contrôler ensemble avec les partis politiques le déroulement des élections, en surveillant par contre, par exemple, les listes, en comptant ensemble avec eux. Et je crois que si on s'y met tous, hein, nous y arriverons avec une élection qui se passera en paix. Mais par contre, pour tout ce qui concerne par exemple les ajouts, le logiciel de tricherie qu'on sort, nous demandons à ce que les élections, le comptage soit fait manuellement et non plus sous forme de listing informatisé. Nous demandons que les comptages soient faits manuellement. Et si c'est manuellement, je crois que nous demandons aussi, parce que nous, à l'IDP, c'est ce que nous allons faire, nous allons donner à chacun des représentants dans nos bureaux de vote un téléphone portable avec photo en même temps. Ça, c'est la proposition de Martin Fayoulou, si je pense. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Après l'avoir compté, puisque moi ici, en France ici, je joue aussi un petit rôle dans un bureau de vote à Sarcelles, où je suis président du bureau de vote. Qu'est-ce qui se passe? Après le comptage, ce que nous demandons aux gens qui seront là, à toutes les partis d'opposition, non pas seulement à l'IDP, de pouvoir filmer les moments de comptage et filmer les listings. Filmer en plus les procès verbaux lorsqu'ils vont voter. Alors comment vous allez faire? Parce qu'il y a des menaces de mort. Les gens qui vont surveiller, les observateurs sont traqués, sont intimidés. Croyez-vous que vous allez gagner avec cette longueur d'avance que Kabila a sur vous? Vous savez, moi, entendre cela, ça m'inquiète, mais ça m'interpelle un tout petit peu. Puisque moi je ne pense pas que Kabila a la même mise sur tous les Congos comme avait la même mise Mobutu. Vous savez, Kabila, c'est pas Mobutu. Vous les sous-estimez alors? Moi, je ne les sous-estime pas, mais je veux seulement dire aux Congolais que nous serons vigilants par rapport à tout cela et que les menaces ne nous font pas peur. Puisque nous allons gagner les élections et je crois que nous avons déjà gagné. Dans l'esprit de Kabila, il sait que l'échec est devant lui. C'est pourquoi il tremble ici en mettant des menaces partout, en terrorisant un peu les peuples. Mais les Congolais gagneront avec ces élections-là. Et l'IDPS, avec eux, triomphera. C'est ça ce que j'ai. Alors on retrouve dans des bureaux de vote dans l'est de la RDC, là où il y a des tensions, là où il y a des guerres, là où il y a des assassinats, là où il y a l'insécurité la plus totale. On voit encore, dernière en date, là où le FDLR sévit et LRA encore. Comment vous allez faire, comment vous allez organiser des élections dans des zones où il y a plus de 1 million de personnes? Comment vous allez organiser les élections dans des zones? C'est ce qui est plus difficile. Normalement, si on se réfère seulement à toutes ces guerres, tous ces troubles, toutes ces manifestations, on dira que le pays est en insécurité totale, il n'y aurait pas des élections. Nous aurons tous échoué pour ça. C'est pourquoi nous voulons, malgré cela, organiser des élections dans ce secteur-là, montrer à ces gens-là, aux Congolais surtout d'abord, que ces élections-là, ça serait une occasion pour eux de se sentir agrandis, de se sentir épanouis. Pourquoi je le dis? Souvenez-vous qu'au Congo, il y a eu des élections démocratiques accomplies au Congo. Il y a eu 3 élections démocratiques. En 60 déjà, cette élection qui a mené les MNC au pouvoir avec Patrice Lumumba. Nous avons connu aussi des élections démocratiques en 64. Des élections qui ont conduit le CONACAD à triompher et tomber au pouvoir. Mais toutes ces élections-là n'ont pas été respectées des faits, puisque le Lumumba gagnant, quelques mois après, était tué. Vous allez un peu loin par rapport aux élections. Pourquoi il y a une dizaine, il y a 6 ans, là, il y a des élections en 2006. Attendez, parlons un peu de 2006. Je vais arriver à Parlons en 2006. Je vais arriver en 2006. Oui, mais je souhaitais qu'on y aille tout de suite en 2006. Notre ami qui est à la CPI disait on a accepté l'inacceptable. Est-ce que Tchen Sekedi va accepter aussi l'inacceptable? Non, c'est surtout pas ça, parce que nous ne sommes pas allés aux élections pour accepter l'inacceptable, pour accepter la défaite organisée. Non, nous sommes allés aux élections. L'IDPS est parti aux élections maintenant pour gagner. Puisque l'IDPS, je vous assure, si vous étiez au Congo, vous demandez le peuple congolais, ceux qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, ils vous diront le contraire. C'est que l'IDPS a une avance. L'avance que vous avez donnée à Kabila par rapport au Tueri n'est pas la même que l'IDPS a par rapport à la victoire et avec son peuple. Vous parlez tout à l'heure de Lumumba, qui voilà, il avait gagné les élections, puis etc. Et on voit sur Internet les choses qui circulent. Il y a une désinformation qui est, voilà, Tshisekedi a participé à la mort de Lumumba. Vous êtes un homme intelligent, qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je dirais non. Pourquoi je dirais non?
Parce que si vous connaissez un tout petit peu l'histoire, voir pourquoi Lumumba était tué, regardez un peu, retournez pas en arrière, puisque vous savez, l'histoire, l'histoire, même si on veut le renier, on n'y arrivera pas. Lumumba est mort puisque le monde occidental était organisé afin de le faire partir, notamment. Il y a une ordonnance qui était signée par Etienne Tshisekedi, non, à l'époque, non? Etienne Tshisekedi était là comme ministre de l'Intérieur. Oui, je dis, il y a une ordonnance qui était signée. Oui, la pression, puisque vous savez, à l'époque, un ministre de l'Intérieur, ce n'est pas lui qui décidait sur le sort des gens. Il subissait lui aussi la pression depuis le haut. Ça me fait penser à Klaus Barbie, non, cette histoire? Non. Klaus Barbie, lui, il dirigeait les effets, depuis le haut jusqu'en bas, puisqu'on lui avait donné à lui l'attribution de pouvoir faire disparaître les Juifs comme il voulait. Mais Lumumba est parti. Regardez, quand vous revenez un peu à l'histoire, regardez comment le roi Baudouin étant, c'est ce qu'il a dit, étant blessé par rapport à ce que Lumumba avait dit, le roi Baudouin, à un moment donné, il a même envoyé nommer en Belgique le ministre des Affaires africaines, qui est son propre cousin, et avec l'idée de base de faire disparaître Lumumba. Regardez le président américain. Que répondrez-vous à ces genres de supputation et gens des ragots de caniveau? Que répondrez-vous à cela? Moi, ces ragots-là, je les mets derrière moi. Je ne veux même pas l'entendre, puisque ça ne représente pas la vérité dans les faits. Alors, restons dans la vérité maintenant. Les élections 2006, j'étais à Kinshasa, bien sûr, j'ai participé à ces élections, j'ai voté. Il me semble, par rapport aux élections, au premier tour, notre ami Gombo gagne les élections. Jean-Pierre, bien sûr. Là, il voulait truquer, refaire les élections autrement, mais vu la pression, ils ont mis le deuxième tour. Vatican confirme la victoire de Jean-Pierre. À la fin, il y a tricherie. L'autre passe. Il quadrille complètement la RDC. Croyez-vous que vous allez gagner les élections avec un homme comme ça au pouvoir, avec des Rwandais autour de lui? Vous savez, je crois que vous lui donnez avec tous ces genres de disputation, de réflexion, tous ces genres d'arguments, vous lui donnez un tout petit peu ce qu'il n'a pas. Il n'a pas ces grandeurs-là. Vous savez, Mobutu, c'était un adversaire redoutable. Plus redoutable, encore 10 000 fois redoutable que Kabila. Mobutu est tombé. Je vois mal comment Kabila aujourd'hui... C'était une coquille vide, semble-t-il. Kabila est là. Semble-t-il. Semble-t-il, oui, mais je dirais oui et non. Pourquoi je dirais oui et non? Il a quand même une main derrière lui. Kabila a fait la main longue par rapport avec l'Ouganda et le Rwanda. Il compte sur ces secours-là. Voyez. Et puis, il faut voir... Pas simplement, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre. Avec lesquelles Kabila est arrivé au pouvoir. Voyez, le Congo étant bousculé partout, la guerre, le Congo qui n'avait pas d'armée, les peuples souffraient, ils ont laissé venir l'FDL qui a permis à ce que Kabila arrive aujourd'hui. Mais moi je vous dis une chose, Kabila n'est pas Mobutu. Kabila ne contrôle rien, voyez, ne contrôle rien. Par rapport au peuple congolais, par rapport aux armées, aux fausses armées, il contrôle un petit nombre de soldats. Voyez, ces gens-là ne peuvent pas faire basculer les grands Congo qu'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, le Congo a une armée qui l'organise avec ses propres moyens. Aujourd'hui, le Congo a des partis politiques qui sont des gens que je respecte, d'opposition comme ceux qui sont au pouvoir, qui sont réfléchis. Aujourd'hui, il y a quand même un homme qui s'est levé, qui hier, tout le monde le donnait mourant. Etienne Tshisekedi est arrivé. Oui, mais il est arrivé. Il y a quelque chose qui se passe en RDC. Vous parlez de l'armée. Moi, je suis très dubitatif par rapport à cela. Très inquiet même d'ailleurs. Vous parlez d'une armée congolaise. Or, l'armée est complètement noyautée et dirigée par les Rwandais. Vous parlez d'une armée congolaise. Quelle est l'armée? Vous savez, ici en France, on a ce qu'on appelle ouais. Vous savez, l'armée congolaise, avec le petit nombre de Congolais qui sont là, qui sont aussi, je vous dis, vigilants par rapport à eux-mêmes, puisqu'ils risquent beaucoup leur vie avec l'introduction des Rwandais. Mais ce sont des gens qui, au moment venu, vont se lever pour dire non. Vous voyez, l'armée congolaise compte 100 000 soldats. Oui, alors, voilà. Ils vont dire non. Attendez d'abord, ils comptent 100 000 soldats. Oui. S'il y a des Rwandais dedans, il peut y avoir 10% de Rwandais. Et vous pensez qu'au moment venu, où tous les hommes du pays, où tous les Congolais demandent à ce qu'il y ait changement, puisqu'il n'y a rien ne marche dans ce pays-là, vous pensez qu'à ce moment-là, tous ces soldats-là vont se mettre à garde à vous pour dire à Kagame ou pour dire à Kabila, oui, nous sommes là pour toi, vous vous trompez.
on se trompe. Alors, comme on se trompe, quel est votre pronostic par rapport à ces élections? Moi, j'ai fait un sondage sur le net. Il y a eu 6 000 votants. Sur les 6 000 votants, Etienne Tshisekedi gagne à 90%. 4% pour Joseph Kabila, 1% pour, bien sûr, Vital Kamerhe. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sondage? Je crois que ce sondage reflète en tout cas la réalité, hein, à 80%. Donc il va gagner à 90% par rapport à cela. Oui. Par rapport aux 6 000 sondés, je parle bien. Hein, voilà. 6 000 sondés. Mais l'échantillon. Non, l'échantillon est valable. L'échantillon est valable. 6 000 personnes, l'échantillon est vraiment très valable. Voyez. Et je vous assure que Kabila, si moi j'étais son conseiller, je lui dirais, hein, de partir. Allez, de partir. De ne plus se représenter, puisqu'il est resté comme 10 ans au pouvoir. 10 ans au pouvoir, c'est suffisant pour lui. Merci pour vous, merci. Veuillez vous présenter. Je suis M. Alexandre Ndiékama. Je suis le président de l'UDPS de France et le porte-parole de l'UDPS France. Voilà. Porte-parole, monsieur Alexandre Ndiékama Kiedi. Merci, monsieur Alexandre Ndiékama Kiedi, de cette intervention assez éloquente. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Après avoir participé au génocide. Pour acheter des armes, ils s'approprient les matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.